Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance donc de théorie des organisations. Il s'agit en fait de la dernière école que nous allons voir ou la dernière approche que nous allons voir. Et puis comme toujours, j'espère que vous allez bien suivre et puis assimiler les notions tout au long de cette vidéo. Alors, euh, donc, nous arrivons aujourd'hui, comme j'ai dit, à la dernière école, ou à la dernière approche donc de notre dernière partie sur les transformations organisationnelles contemporaines, et à savoir donc l'entreprise libérée. Donc qu'est-ce que l'entreprise libérée? Nous allons voir de ce fait des notions clés relatives à cette entreprise libérée. Nous allons voir la notion donc de liberté au travail, ce qu'on appelle également le groupe autonome. Nous allons voir ce qui est le self-management ou l'autodirection. Nous allons voir la notion de leader libérateur et enfin, nous allons discuter du bonheur au travail et ce avec différents auteurs, à savoir Jets et Carney, Lalou et puis encore Jets tout seul en 2016. Alors, commençons par la première, donc commençons par les premiers concepts donc de cette école. Alors, euh, déjà un peu d'histoire donc par rapport à l'école ou bien à l'approche entreprise libérée. En fait, l'expression entreprise libérée vient, et je vous invite à faire des recherches par rapport à ça, donc je vais vous donner des auteurs et puis quelques références donc à l'oral, donc essayez de noter tout ça et puis de faire des recherches par rapport à ça. Et donc l'expression entreprise libérée, elle vient en fait de la traduction française d'un ouvrage donc d'un consultant qui s'appelle Tom Peters, qui a été publié en 1992 et où il était question en fait d'un management libérateur. Et puis cette expression, elle a été reprise par un psychologue qui s'appelle Isaac Jets. Et après la publication donc, de son premier ouvrage en 2009, qui a été coécrit avec Carnet, sur en fait ce qu'on appelle la liberté, la firme, ou sur la firme liberté. Et là encore, il s'agit d'un management ou d'un leadership libérateur qui est un terme qui a déjà été donc proposé par un autre consultant en 1998 qui est Mahen Tempoe. Et puis également, on peut également citer un autre article de Gary Hamel. C'est un autre célèbre consultant et il a parlé sur le thème de la liberté dans l'entreprise avec un article avec un titre provocateur. C'est First, Let's Fire All the Managers. Et donc un titre provocateur, mais qui parle en fait de cette liberté, de la liberté dans l'entreprise. Et enfin, et le plus important, the last but not the least, euh, et plus récent, la parution en fait de l'ouvrage d'un ancien consultant de McKinsey, c'est Frédéric Laloux, et qui a appelé à réinventer en fait l'entreprise et son management. Et cet ouvrage, c'est celui de Jest et Carnet. Donc ce sont deux succès éditoriaux. Et puis c'est à partir donc de cet ouvrage que nous allons en fait euh, nous focaliser sur les notions particulières de la liberté ou bien l'entreprise libérée. Et c'est ce que nous allons voir. Donc premièrement, nous allons voir ou bien répondre à la question qui faut-il libérer et pourquoi. Nous allons commencer premièrement par la critique donc, de l'organisation qui est pyramidale, puis nous allons entamer ce qu'on appelle comment libérer les salariés, donc leur donner de l'autonomie, et puis nous allons discuter des notions d'autonomie, de motivation intrinsèque et de performance. Donc commençons par euh,
commençons par la critique de l'organisation pyramidale. Euh, Tous ces auteurs que je vous ai présentés parlent en fait de la critique de l'organisation donc pyramidale ou hiérarchique. Ok. Et donc pour eux, ce type d'organisation, qui nous rappelle bien sûr l'organisation de l'école classique, l'organisation taylorienne, qui est fondée en fait sur la méfiance. Et elle conduit donc à prescrire donc, le travail des individus et donc à développer le contrôle. Donc c'est ce qu'on avait vu avec le taylorisme, donc dans les théories classiques. Et donc ce qui conduit en fait à la multiplication donc, de niveaux hiérarchiques et à la bureaucratie. Et du coup, prescrire le travail et le mettre sous contrôle, on peut dire, il est désormais inadapté à quoi? À deux choses. Aux transformations de l'activité économique, qui est caractérisée par la réactivité et l'adaptation donc aux demandes des clients, la créativité et l'innovation collective, la nature du travail donc qui est plus conceptuelle et nécessite davantage de savoir, et le travail en réseau collaboratif, ainsi que la révolution bien sûr que nous vivons numérique avec le partage et la circulation donc rapide de l'information. Et puis donc également donc prescrire le travail et le mettre sous contrôle, il est inadapté également aux aspirations des individus actuels qui souhaitent davantage de considération, de respect, de prise d'initiative, de possibilité donc de se réaliser. Souvenez-vous donc du sommet de la pyramide de Maslow. Et puis de se transformer et d'apprendre. Donc, l'organisation hiérarchique, elle est ce qu'on appelle, elle étouffe les énergies créatives et donc l'initiative. Et là, elle engendre donc du manque à gagner, qui est bien sûr lié à la lenteur de la prise de décision et de son exécution, aux occasions perdues donc de se développer. Et puis elle a également donc parmi les critiques les plus parmi les critiques donc par rapport à ça, c'est qu'elle a également donc des effets néfastes sur la santé psychique et physique des individus, ou bien des membres de l'organisation, vu que le travail il est imposé, vu qu'il y a un manque de considération, vu qu'il y a également une pression pour la réalisation donc, des objectifs, parfois qui sont inatteignables. Et on peut arriver des fois même à du harcèlement. Donc et les conséquences de ceci, c'est le stress, c'est la dépression, c'est les maladies, c'est l'épuisement, le burn-out. Et elle finit par aller donc, à l'encontre donc, de la performance qu'elle vise, donc de la performance de l'organisation. Toutes ces conséquences auront des effets donc, négatifs sur la performance de l'organisation. Donc là, ce sont les différentes critiques donc, de la forme hiérarchique ou bien de la structure hiérarchique d'une organisation. Puis, par rapport à ce premier point, nous passons à le fait de libérer les salariés et donc leur donner de l'autonomie. Et du coup, ce ne sont pas les entreprises qu'il faut libérer, elles doivent plutôt être donc libératrices envers leurs membres, les libérer de la hiérarchie et du contrôle. Le management donc doit cesser d'être prescripteur donc pour devenir plus libérateur, donc délivrer les collaborateurs de l'entrave et du poids de la hiérarchie en leur redonnant donc de l'autonomie, donc le self-management en anglais. Et comment on peut définir si vous étiez en présentiel, j'allais vous poser la question qu'est-ce que l'autonomie? Donc une petite définition de l'autonomie. L'autonomie en fait c'est la faculté pour une personne de se déterminer par soi-même, de choisir d'agir librement et pour une collectivité de s'administrer elle-même, de se gouverner par ses propres lois, donc l'autogouvernance. L'autonomie et liberté, donc, elles sont intimement liées. Donc quand on parle d'autonomie et quand on parle de liberté, il y a une liaison entre elles. Et donc tous les auteurs se rejoignent aussi sur la structure fondamentale de l'entreprise libérée, organisée donc autour d'équipes autonomes qui déterminent elles-mêmes librement leur mode de fonctionnement. Et c'est ce que Jez en fait appelle ce qu'on appelle la forme organisationnelle en F, où les individus ont une complète liberté et responsabilité de décider des actions et non pas leurs supérieurs,
et pour eux qu'ils considèrent donc les meilleures actions et les meilleures décisions. Donc là, c'est par rapport, donc on passe d'une structure hiérarchique à plus de liberté, à plus d'autonomie, à plus de self-management, et c'est donc la naissance de l'entreprise libérée. Et enfin, les différentes notions clés de cette entreprise libérée, l'autonomie, la motivation intrinsèque et la performance. Et donc, les trois auteurs, Jets, Carney et Laloux, ils adhèrent à la théorie intrinsèque ou interne de la motivation. Ok ? Et celle-ci, elle considère que le travail est réalisé donc pour lui-même parce qu'il permet à l'individu donc de répondre à ses besoins fondamentaux d'affiliation, c'est-à-dire l'appartenance à une communauté, et également des besoins donc de compétences, donc développer ses capacités, et puis d'autodétermination, c'est-à-dire se diriger soi-même. Et revenons un peu en arrière, dans l'optique de McGregor, les individus sont par nature prêts à s'investir et n'ont pas besoin de stimulants externes. Il suffit donc quoi ? Que l'environnement donc de travail leur laisse toute liberté et autonomie, et ils vont alors se sentir considérés, prendre des responsabilités, faire preuve d'initiative et donc améliorer les résultats et la performance donc de l'ensemble de l'organisation. Donc si on compare entre le contrôle et puis l'autocontrôle et puis le fait de se diriger soi-même, c'est la performance de l'entreprise qui est mise en jeu. Donc on a vu donc dans le début du cours, c'est que le contrôle induit par conséquent une diminution de la performance. La liberté au travail, le fait de se diriger soi-même, permet en fait de bons résultats, améliorer quand même les résultats de performance de l'ensemble de l'entreprise. Donc là, c'est on va dire une petite introduction de la naissance du concept de l'entreprise libérée. Et là maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle les pratiques d'un management libérateur. Et en effet, pour arriver donc à ces différentes pratiques, Jets, Carney et Laloux, bien sûr, ils suivent donc une démarche empirique. Et ils se fondent sur des études de cas, d'entreprises donc concrètes, considérées comme libératrices et en déduisent des pratiques types. Et puis ces pratiques types identifiées, elles peuvent être classées en 4 domaines de politique générale donc d'entreprise. Premièrement, la stratégie, puis les structures, donc les structures organisationnelles. La structure organisationnelle donc dans une entreprise donc qui est libératrice. Et l'animation donc, l'animation et la GRH et bien sûr le processus de décision. Et donc nous allons découvrir en détail ces 4 pratiques de management. La première, c'est la stratégie. Donc la stratégie de l'entreprise, elle est fondée en fait sur les ressources internes. Donc souvenez-vous du cours précédent, sur les ressources internes, à savoir donc les compétences et l'intelligence collective. Donc le choix d'une stratégie, il est moins guidé par l'environnement externe, donc on est en train de sortir de l'environnement externe, mais plutôt donc on se focalise sur les compétences et l'intelligence collective, donc des individus ou bien en interne, des ressources internes de l'entreprise. Et comme j'ai dit, donc le choix d'une stratégie, il est moins guidé par l'environnement externe et par la concurrence. Et plutôt il est guidé par le savoir-faire, le projet partagé donc par les membres de l'organisation. Et du coup, il s'agit de se développer en misant sur ses forces internes et de créer son marché. Et donc, en un mot, il s'agit d'être proactif et non réactif. Et on peut un peu comparer l'entreprise à un être vivant. Donc, tel un être vivant, l'entreprise aussi, elle aura une croissance naturelle, organique, donc soutenue par ses caractéristiques internes. Et donc, du coup, elle ne craindra pas l'environnement externe et surtout la concurrence. Deuxième chose par rapport à la stratégie, donc l'étape clé en fait de la démarche stratégique sera en fait de définir la raison d'être ou la mission de l'entreprise et donc de l'exprimer sous la forme d'une vision ou intention stratégique qui résume le futur désiré commun. Et puis, comme le souligne en fait Jets et Carney, la vision joue un rôle fondamental de coordination car elle est le cadre de référence donc pour les actions de chacun au quotidien et du coup elle va éviter l'anarchie.
Et bien sûr, elle se construit et elle doit évoluer collectivement. Et puis, il faut souligner en fait que le profit n'est pas un but stratégique des entreprises libérées. Donc ce n'est pas le profit qui est l'objectif, ce n'est qu'une conséquence. Donc il vient comme une conséquence qui valide la stratégie et donc permet la survie de l'entreprise et la rémunération donc des investissements et des parties prenantes de l'entreprise. Donc là, c'est par rapport à la stratégie. Donc différentes caractéristiques de l'entreprise qui est plus fondée sur les ressources internes. Et l'étape la plus fondamentale, c'est en fait de définir la raison ou bien la mission donc, de l'entreprise qui doit être construite et évoluer donc collectivement. Et enfin, il faut noter que le profit n'est pas l'objectif ou bien le but, mais la conséquence qui valide une bonne stratégie de l'entreprise et donc permet la pérennité de cette entreprise et donc après rémunérer les investissements et les parties prenantes. Passons au deuxième point, donc, des pratiques donc, d'un management libérateur, ce sont les structures organisationnelles. Les entreprises libérées, en fait, se structurent en groupe ou en équipes autonomes, comme on a vu, qui sont généralement de petite taille, donc quelques dizaines. Et l'autonomie, elle concerne en fait l'organisation du travail, les rythmes de travail, les objectifs de production, la maintenance, la qualité, l'embauche, etc. Et puis, si nécessaire, les groupes, en fait, ces différents groupes se coordonnent également entre eux, donc vers un objectif commun. Et au final, en fait, l'essentiel des fonctions, donc support, que ce soit la logistique, la qualité, le budget, le contrôle, voire même la GRH, et les prises en charge par les groupes, par conséquent, il s'ensuit une réduction donc, du niveau hiérarchique, l'encadrement intermédiaire qui disparaît et l'organisation qui devient horizontale. Donc on n'est plus dans une organisation pyramidale, mais plutôt nous sommes dans une organisation horizontale. Ce qui nous ramène en fait au dernier point. Donc par rapport aux structures, juste pour récapituler, par rapport aux structures organisationnelles, nous sommes dans une entreprise libérée où elle est structurée de groupes et donc d'équipes qui sont autonomes. Et puis l'autonomie, donc elle concerne différents types de tâches, donc que ce soit par rapport à l'autonomie dans les rythmes de travail, dans les objectifs, dans la production, dans la maintenance, etc. etc. Et les fonctions support, donc elles sont prises en charge également par les groupes et on voit bien la conséquence de tout ça, c'est la réduction du niveau hiérarchique jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il soit horizontal. Et dernier point, donc par rapport aux pratiques d'un management libérateur. Mais avant, excusez-moi, voici un exemple de structure type des entreprises libérées. Donc, au sein des groupes, d'accord, on trouve en fait souvent un leader. Et un leader, donc c'est le D sur le schéma, et un animateur ou un capitaine, d'accord, donc le C, chargé en fait de coordination des activités du groupe et des relations avec la direction et les autres groupes ou les clients, d'accord. Et en appui, on peut trouver donc des anciens cadres qui sont désormais donc des conseillers au service des différents groupes, mais sans autorité bien sûr sur eux, c'est comme des coachs, donc pour les membres de l'organisation. Et les groupes ne sont pas nécessairement permanents, ils peuvent être constitués donc de groupes temporaires sur des projets ou des décisions particulières, donc composés d'individus provenant de différents services ou de différents groupes. Donc là, c'est un schéma donc, qui récapitule ou bien qui démontre un peu la structure organisationnelle. On voit bien une certaine horizontalité. On n'a plus cette pyramidale, donc une certaine transversalité dans les prises de décision. Et puis, le travail en groupe, et on voit bien la coordination entre les différents groupes. Et enfin, par rapport aux pratiques d'un management libérateur, nous arrivons au processus de décision. Et donc, dans une entreprise libérée, la prise de décision repose en fait sur 3 piliers importants. La transparence de l'information, la subsidiarité, donc nous allons voir ce que c'est, et la validation donc par les pairs.
Commençons par la transparence de l'information. Quand on parle d'autonomie de décision, celle-ci, elle ne peut s'exercer pleinement que si les individus et les groupes disposent de toute l'information nécessaire avant la décision et après, donc le feedback. Et du coup, le libre accès à l'information et sa libre diffusion se justifie également donc par l'importance de la confiance que nous allons voir après. Nous allons entamer donc la notion de confiance. Et la rétention d'informations ou sa distribution qui est inégale risque de créer donc la suspicion ou de régénérer en fait des zones de pouvoir, nuisant ainsi à la confiance et du coup à la liberté au travail. Deuxième pilier du processus de décision, c'est en fait le principe de subsidiarité. Donc ce principe, il interdit à un échelon supérieur de réaliser lui-même ce qu'un échelon inférieur peut faire et découle donc du constat que ce sont ceux qui font sur le terrain qui savent le mieux. Ok ? Et donc une totale autonomie de décision est donc laissée aux différents groupes, tant sur les décisions opérationnelles, comme l'organisation donc du travail, que sur les décisions stratégiques, à savoir les investissements, les recherches de nouveaux produits ou procédés. Et puis, il faut retenir donc que cette subsidiarité, elle va plus loin dans l'autonomie et donc la décentralisation de la décision que la délégation. En fait, la délégation fixe au départ, par l'échelon supérieur, le degré de liberté donné à l'échelon inférieur dans l'obtention d'objectifs préalablement définis. Alors que la subsidiarité, elle donne d'emblée la totale liberté à l'échelon inférieur qui définit librement ses objectifs. Donc, aucune intervention donc, de l'échelon supérieur. Et elle fixe à l'inverse le rôle de l'échelon supérieur qui sera dans une fonction d'aide et d'assistance ou qui prendra en charge les tâches de l'échelon inférieur qui ne peut pas réaliser. Et donc avec la délégation, le pouvoir de décision vient du sommet, et avec la subsidiarité, il vient de la base. Donc quand on est dans la délégation, le pouvoir vient du sommet vers l'échelon inférieur, mais dans la subsidiarité, il vient plutôt de la base, et puis l'échelon supérieur, il est là pour assister ou bien aider ou prendre en charge une tâche que l'échelon inférieur n'arrive pas à faire. Et enfin, troisième pilier du processus décisionnel, c'est ce qu'on appelle la validation par les pairs. Le processus en fait de décision dans ce type d'entreprise, il se veut bien sûr démocratique. Et il existe des procédures de vote et de débat en assemblée générale par exemple. Mais en fait, toutefois, le processus de décision le plus courant est la validation par les pairs, qui est la plus utilisée donc, ou ce qu'on appelle la collégialité. C'est-à-dire un individu ou un groupe autonome qui souhaite modifier une situation, proposer une solution à un problème ou engager des investissements est invité donc à présenter ses arguments auprès des membres du groupe ou auprès des autres groupes ou d'un comité ad hoc. Cela permet en fait d'échanger les informations et les solutions et les coordonnées et de coordonner les actions donc au sein de toute l'organisation tout en responsabilisant bien sûr les individus qui doivent justifier la pertinence de leurs propositions. Et en fait, cela ne signifie pas nécessairement l'obtention du consensus unanime, mais les désaccords doivent être levés. Et la nomination des leaders au sein des groupes autonomes relève également de ce processus de validation par les pairs, ou ce qu'on appelle la cooptation, tout comme la gestion de conflits ou l'évaluation donc de performance. Et nous allons voir également la notion du manager libérateur ou du leader libérateur. Et donc, les groupes nomment un leader au sein des différents groupes autonomes et donc dans le processus et qui relève en fait du processus de validation par les pairs qui est le troisième pilier du processus de décision qui se veut bien sûr démocratique et au moins qu'il y ait un consensus entre les différents groupes. Donc là, c'était par rapport aux différentes pratiques. Donc nous avons vu donc, la stratégie comme première pratique d'un management libérateur, le processus de décision, ce qui nous amène maintenant à ce qu'on appelle l'animation de la GRH.
Par rapport à l'animation de la GRH, en fait, les modalités en fait, de la gestion des ressources humaines s'écartent des schémas habituels. On va voir que le style de management, les pratiques de définition des postes, d'évolution professionnelle et de rémunération et de licenciement. Premièrement, concernant le style de management, il est clairement, bien sûr, participatif. Et l'accent est mis sur la nature en fait, des relations interpersonnelles entre les acteurs de l'entreprise et les différents acteurs de l'entreprise en fait. Et là, il faut qu'il y ait respect, confiance, traitement égal à égal, bienveillance et empathie, gentillesse, qui sont bien sûr les traits qui ressortent des études de cas, donc de Jedz et de Carnet et de Lalo. Donc ce type de relation permet donc de limiter le stress, selon Jedz et Carnet, et d'être soi-même et d'entrevoir la plénitude selon Lalo. Ce qui nous amène en fait à parler de la définition du poste et l'évolution professionnelle. Et il faut noter en fait que plus que de postes de travail, c'est plus qu'un poste de travail, il s'agit de définir en fait les rôles des uns des autres par validation donc au sein du groupe, sachant que la rotation en fait des postes et de responsabilités ainsi que la polyvalence, elle fait partie donc des caractéristiques des groupes autonomes. La spécification également des tâches, elle doit être vraiment minimale car il faut laisser des espaces de liberté, des marges de manœuvre, on est dans une entreprise libératrice, donc aux individus. Donc plus de marge de manœuvre à ces individus pour qu'ils puissent en fait évoluer et de ce fait prendre les initiatives donc en fonction des aléas, des problèmes, des opportunités et même des idées nouvelles. Et puis dans certaines entreprises libérées, c'est l'individu lui-même qui choisit ses fonctions. Certaines, c'est utopique, mais il y a certaines entreprises où c'est l'individu lui-même qui choisit ses fonctions. Et la progression de carrière se pense en termes de compétences et de responsabilités, mais elle ne se matérialise plus par une progression donc, dans les niveaux hiérarchiques, puisque ceux-ci donc, ils sont réduits ou inexistants. Et de ce fait, cette progression, elle est laissée à libre initiative donc, des individus qui prennent davantage donc, de rôles et de responsabilités et qui changent de groupe ou de mini-usine ou qui se voient proposer un poste de leader ou de conseiller. Donc là, c'est ça l'évolution professionnelle dans une entreprise libérée. Et souvent, les rôles de leader, en fait, ou les rôles hiérarchiques qui subsistent sont attribués pour une durée qui est temporaire et renouvelable par un vote de confiance. D'accord? Donc là, c'est l'élément important, c'est la confiance. Et on voit bien que le leader ne reste pas leader donc, longtemps, mais il y a un renouvellement, il y a une rotation donc, dans les postes. Et bien sûr, on retrouve le côté démocratique par rapport au vote de confiance. Et puis, troisième élément de l'animation de la GRH, c'est en fait la rémunération et l'évaluation. Donc, on revient à la validation par les pairs. Cette validation par les pairs, elle gouverne aussi l'évolution de la rémunération des individus qui est évaluée donc, sur le résultat, compétences et responsabilités. Et dans certains cas, les individus décident eux-mêmes de leur rémunération. Et les écarts en fait, de rémunération sont limités et ne reposent plus sur le statut hiérarchique. Et conformément à la théorie de la motivation intrinsèque, les primes individuelles donc, sont proscrites car elles détruisent à terme l'automotivation. Et donc selon les travaux donc, de Ryan et Deci, l'individu fait progressivement dépendre son engagement au travail du montant de la prime. Donc la prime est à bannir, qui est un facteur externe. Seules les primes collectives identiques pour tous sont adéquates, donc égal à égal. Et autre élément important dans l'animation de la GRH, c'est le licenciement en fait. Et selon Jedz, Carnet et Lalo, ils soulignent d'une part que les écarts pour le licenciement, pour que les départs pour le licenciement, ils sont rares,
car le style de management qui est bienveillant, la liberté est donnée à chacun d'évoluer et l'évaluation par les pairs permet de trouver des solutions négociées, mais pas imposées aux problèmes. Et donc d'autre part, ces auteurs considèrent que tous les individus ne sont pas faits pour l'entreprise libérée. C'est ça la petite critique, c'est qu'il y a des personnes qui ne s'adaptent pas à cette entreprise libérée et certains même seront amenés même à quitter l'entreprise de leur propre initiative. Une organisation libérée en fait, même si on voit une certaine perfection, une certaine utopie, mais une organisation libérée implique en effet responsabilité, acceptation donc du jugement des autres, reconnaissance des erreurs, vu qu'on a un autocontrôle et un self-management, donc une reconnaissance de ses erreurs sans les attribuer à autrui. Et donc, Jets, Carnet et Laloux parlent de la nécessité d'avoir un comportement adulte, donc au sein de l'organisation. Donc là, ce sont les 4 principaux éléments de l'animation de la GRH. Donc un style de management participatif qui donne une certaine marge de manœuvre aux individus avec les compétences et responsabilités. L'évolution professionnelle, donc elle ne se fait plus d'une façon hiérarchique, mais une certaine transversalité, et on est plus dans une évolution par rapport aux compétences ou des responsabilités. La rotation dans les postes, le leader dont le vote est renouvelable, etc. Et puis la rémunération, on n'a pas le système de primes qui est un facteur externe, mais plutôt on a des primes collectives et non individuelles. Et on a une certaine égalité entre les individus. Et puis le licenciement, comme on est dans une entreprise libérée, donc les licenciements sont rares, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter à l'entreprise libérée, qui est plus difficile, car plus de liberté ne veut pas dire plus de facilité, mais c'est plus de responsabilité, plus d'acceptation d'autrui et du jugement d'autrui, et donc plus de reconnaissance donc, de ses erreurs, et surtout un autocontrôle et un self-management. Donc là, c'est par rapport à l'animation de la force de vente. Autre élément, nous passons en fait à... nous sommes en train de parler de l'entreprise libérée. Mais comment en fait nous pouvons construire cette entreprise libérée? Premièrement, il y a des conditions préalables et c'est Jets en 2016 qui rejoint Laloux en fait sur l'existence de 2 conditions principales donc et préalables pour construire une entreprise libérée. La première en fait, c'est une volonté du dirigeant qui atteint une certaine sagesse. En fait, seul le dirigeant qui incarne la direction de l'entreprise a le pouvoir de conduire la transformation. Le leader libérateur sera donc le patron, celui qui est aux commandes et doit atteindre au préalable la sagesse, c'est-à-dire qui le conduit à renoncer à son pouvoir, à mettre son ego au second plan et avoir un comportement humble, authentique et sincère. Donc, premièrement, une volonté du dirigeant donc de faire cette transformation et ce changement. Mais également, autre condition, c'est une volonté des propriétaires de l'entreprise. Les propriétaires ou bien les actionnaires doivent partager le projet de libération et donc donner toute l'attitude aux dirigeants dans sa démarche et sur le long terme. Donc, ce sont les 2 conditions préalables selon Jets. Concernant la mise en œuvre de cette entreprise libératrice ou libérée, en fait, Laloux et Jets insistent sur le fait qu'il n'existe pas de modèle ou de plan bien établi et qui est à suivre, pour la simple raison que l'entreprise libérée, avec l'autonomie donc au premier plan, donc l'autonomie c'est la base, a toutes les caractéristiques donc des systèmes complexes, auto-organisateurs et non linéaires. Et une planification et une démarche analytique ne peuvent être utilisées, car le processus de libération s'apparente plus à la dialectique du désordre organisateur. Et en fait, nous pouvons distinguer en fait 3 points clés donc pour la mise en œuvre. Premier point clé, c'est d'instaurer la confiance.
C'est-à-dire que rien ne pourra se faire si tous les acteurs n'ont pas confiance dans le leader, donc dans le dirigeant, dans le leader libérateur, et se méfient de l'autonomie qui leur est proposée. Donc les salariés doivent prendre le dirigeant au sérieux donc dans sa volonté de changement. C'est une phase qui est silencieuse selon Jets, sans d'effet d'annonce, mais avec des actes concrets et symboliques, donc de la considération bien sûr, de la liberté, de l'initiative accordée aux individus ainsi que le renoncement au pouvoir, et cela bien sûr peut prendre plusieurs mois et voire même plusieurs années. Également pour cette mise en œuvre, il faut faire preuve ou bien faire partager la vision d'entreprise, c'est-à-dire que c'est le rôle du leader libérateur. Ce leader libérateur, il doit définir donc la vision stratégique qui servira donc de cadre de référence à l'exercice de l'autonomie, la rappeler et la faire partager donc au quotidien, et c'est la première étape pour construire une communauté et faire émerger donc une nouvelle culture commune. Et la vision peut provenir au départ du dirigeant, mais devra bien sûr être discutée et amendée par les salariés. Donc, première chose pour la mise en œuvre, c'est l'instauration de la confiance, c'est le partage de la vision stratégique ou bien de la vision de l'entreprise. Et puis également, nous avons le leader libérateur qui est le gardien et le garant de cette mise en œuvre. Et donc les modalités effectives de la libération, quelle pratique, par quoi débuter et quel rythme, dépendent du contexte en fait propre à chaque entreprise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle universel ou bien un modèle qui est prédéfini. Elles sont aussi vues diversement selon donc les différents auteurs. Toutefois, les préconisations, elles convergent en fait vers le rôle clé donc du dirigeant, du leader libérateur, en tant qu'initiateur, mais aussi en tant que gardien du temple de la libération. Et le succès de la démarche, donc il dépendrait de sa capacité à être à l'écoute, à s'appuyer sur l'énergie donc collective, à comprendre également la complexité des situations, à rappeler également sans cesse donc la vision, les valeurs de la libération. Il doit essayer de faire imprégner tout ceci donc aux différents collaborateurs, à être également un médiateur ou ce qu'on appelle un méuticien, c'est-à-dire à faire prendre conscience des enjeux et à susciter l'initiative et l'autodirection, le tout, bien sûr, en faisant preuve de gentillesse et de bienveillance et en agissant avec ses collaborateurs avec ce qu'on appelle avec grâce, selon Jets et Carnet, ou délicatesse, selon Lalo. Et au final, cela devient son rôle premier. Il doit sans cesse préserver les facteurs clés de succès, c'est-à-dire la confiance entre les individus, et bien sûr le partage des valeurs d'autonomie et de liberté. Donc vraiment le leader libérateur est, comme le titre l'indique, c'est le gardien et le garant de la mise en œuvre de l'entreprise libérée. Alors, les jeunes, notre séance touche à sa fin. Nous avons vu le dernier concept, celui de l'entreprise libérée. Nous avons vu, pourquoi pas, une nouvelle approche de l'entreprise qui se font rares quand même, ces entreprises libérées. Donc, plus d'autonomie, plus de transparence, plus de transversalité, plus de polyvalence, plus de marge de manœuvre, plus de self-management. Donc, tous ces éléments sont les caractéristiques ou bien les piliers, bien sûr avec tout ce qui est, comme on a vu, donc une certaine égalité, même dans l'évolution, donc une certaine égalité, même dans la rémunération, donc une suppression bien de la prime individuelle, on est plus dans une prime collective, etc. On est plus dans une certaine démocratie, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que vraiment on peut parler du bonheur au travail, donc grâce à cette entreprise libérée? Et en fait, je vais vous donner une petite réponse, mais c'est à vous également d'y réfléchir. Selon en fait les promoteurs de cette entreprise libérée, l'entreprise,
Cette entreprise libérée, elle conduit bien sûr à des performances supérieures, elle permet de survivre plus facilement à un contexte de crise économique par exemple, elle doit aussi conduire normalement au bonheur des individus qui grâce à la liberté, s'épanouissent pleinement. Mais il reste que le lien entre degré de libération et de performance économique et sociale reste à établir et à mesurer pleinement. Et les études de cas relatées sont en petit nombre à l'échelle mondiale, donc quelques dizaines d'entreprises, et les entreprises concernées sont souvent dirigées par des leaders libérateurs qui sont également fondateurs de l'entreprise. Donc, elles se font rares. Et ces dirigeants font d'ailleurs figure de visionnaires un peu d'exception, capables de sagesse, etc., comme on a vu les caractéristiques du leader libérateur. Et, euh, et ces dirigeants, comme j'ai dit, ils font d'ailleurs figure donc de visionnaires d'exception, capables de sagesse, mais ils sont à même de piloter la transformation de l'entreprise. Mais si la hiérarchie disparaît, le contrôle réapparaît, tout aussi permanent, mais sous une autre forme. Si ce n'est pas le leader libérateur, celui des collègues, du groupe et de l'ensemble de l'organisation, contrôle social dont il n'est pas certain qu'il soit moins manipulateur, violent ou source de stress. Donc, même s'il y a le leader libérateur, est-ce que vraiment il y a le bonheur au travail? Ce n'est pas le cas, vu que il peut y avoir d'autres sources ou bien d'autres formes de contrôle, comme j'ai dit, mais de la part du collègue, de la part du groupe et de la part de l'ensemble de l'organisation. Donc, réfléchissez à cette question et je vous dis merci pour votre attention. C'était notre dernière séance, donc le dernier cours donc, de théorie des organisations. J'espère que vous avez pu un peu assimiler ces théories, ces différentes théories, ces différentes écoles qui selon moi, c'est un peu la base et le centre névralgique. Vous êtes dans une école de commerce et de gestion et du coup, c'est vraiment la base. Il faut connaître ces concepts, ces différents principes des différentes écoles. Comme on a vu pendant le cours qu'il y a, comme le cas d'Amazon, qui travaille toujours avec du taylorisme. Et du coup, même si le taylorisme date de l'école classique, des théories classiques des années 1900, mais il est toujours d'actualité. Donc, toutes les théories ne meurent pas, on les utilise toujours, indirectement ou directement. Donc, pour des étudiants en sciences de gestion, bien sûr que ce soit pour le marketing ou ceux qui vont faire la gestion, donc c'est un élément très important à connaître. Ce sont des éléments à connaître, ce sont des principes à connaître. Et comme je vous dis toujours, faites des recherches, faites vos fiches. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis je vous souhaite très bon courage et portez-vous bien. Au revoir.